On peut classer les rois du Moyen-Âge en 3 catégories. Il y avait le bon. La brute. Et le truand. Voici l'hiver de notre déplaisir. Parmi toutes les incertitudes de l'histoire, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs. Nous savons qui et comment étaient nos rois médiévaux. Vraiment ? Nous sommes fiers de révéler pour la première fois à la télévision le nom d'un roi d'Angleterre dont personne n'a jamais entendu parler. Le roi... En fait, je vous le dirai plus tard. Tout d'abord, l'histoire de la vie de tous les rois d'Angleterre. Enfin, tous les rois d'Angleterre prénommés Richard. Il y a le bon roi Richard Ier, Cœur de Lion, le fringant héros des croisades. Le brutal Richard II, tyrannique, mégalomane et narcissique. Et Richard III, le truand, contrefait, diabolique et malfaisant. S'il y avait une élection du meilleur roi anglais, Richard Cœur de Lion arriverait probablement dans les premiers, si ce n'est le premier. Héroïque, vertueux, chrétien, c'est ainsi qu'on m'a appris à le considérer à l'école. C'est ainsi que les Victoriens, qui ont érigé cette statue de lui devant la Chambre des communes, le voyaient. Mais a-t-il été un bon roi d'Angleterre ? Richard Cœur de Lion était français. Il était né à Oxford, mais il grandit à Poitiers à la cour de sa formidable mère, Aliénor d'Aquitaine. Richard devint duc d'Aquitaine et, selon un chroniqueur, les nobles le haïssaient à cause de sa grande cruauté. Il enlevait les femmes, les filles et les parentes de ses sujets pour en faire ses concubines. Ça ne l'empêcha pas d'être couronné roi à l'abbaye de Westminster en septembre 1189. Il avait combattu son père, le roi Henri II, et évincé son frère Jean pour accéder au trône. Mais en fait, il détestait l'Angleterre. À son couronnement, les Juifs de Londres apportèrent des présents de valeur. Mais on ne les laissa pas entrer. Au contraire, ils furent battus et il y eut des émeutes antisémites. Richard devait être furieux. Après tout, sa seule raison de vouloir la couronne d'Angleterre était de se remplir les poches. Il avait un programme et régner sur une île perdue pleine de moutons où il pleuvait tout le temps, n'y figurait pas. Richard s'intéressait bien plus à ce qui se passait à quelques milliers de kilomètres de là. Saladin venait de reprendre Jérusalem aux chrétiens et la fièvre des croisades balayait l'Europe. C'était sa chance de briller. Sur le champ de bataille, il était dans son élément. Il trouvait amusant de se battre. Pour son voyage de noces, il emmena sa femme à Chypre. Pas pour le soleil et le sexe, mais pour les massacres, les ravages et les pillages. Pour Richard, une croisade était aussi fascinante qu'une confiserie pour un gamin. Et comme on faisait la guerre au nom de l'Église, personne ne pouvait se plaindre des dépenses. Et ça coûtait cher. L'Angleterre ne l'intéressait que dans la mesure où elle lui servait de tirelire géante pour financer sa croisade. Il alla jusqu'à dire qu'il vendrait Londres s'il pouvait trouver un acheteur. Néanmoins, malgré son immense armée et ses dépenses tout aussi immenses, les choses ne se passèrent pas bien pour lui en Terre Sainte. Il échoua à reprendre Jérusalem, bien qu'il réussit à massacrer de sang-froid près de 3000 otages musulmans. Sur le chemin du retour, Richard fut capturé et resta prisonnier 2 ans. Pour payer sa rançon, ses sujets furent saignés à blanc. Sa carte de sortie de prison coûta 100 000 livres au pays. C'était presque la totalité des revenus du trésor des 8 années précédentes.
Richard continua à dépenser sans compter pour la poursuite de ses ambitions militaires. Beaucoup d'argent alla à cette forteresse normande, Château-Gaillard. Une résidence dernier cri, bâtie en 1198 pour défendre ses terres du nord de la France. L'historienne Pamela Marshall conduit la visite. Richard était fou de ce château. Rappelez-vous, c'est un homme de guerre. C'est son principal intérêt. Ici, il a l'occasion de concevoir sa propre forteresse. Était-il content une fois terminé? Il était aux anges. Quand elle a été presque achevée, il a fait venir ses meilleurs copains pour leur présenter sa fille de 12 mois. Il appelait sa forteresse sa fille. Sa fille, oui. Il était fier de ce château comme un jeune père. Et comme le font souvent les pères avec leurs filles, Richard n'épargna aucune dépense pour elle. La construction de Château-Gaillard engloutit 11 500 livres. C'est plus de 10 fois ce que son père dépensait pour ses nouveaux châteaux. La forteresse domine la vallée. Richard ne cachait pas son intention d'en faire le puissant symbole de son autorité sur la région. Son centre de commandement se trouvait dans la plus haute tour. Il n'y avait qu'une seule immense fenêtre. C'était ruineux. Mais ça devait être une superbe ouverture profondément encastrée. Je pense que lorsque Richard tenait sa cour, il devait s'asseoir devant cette fenêtre et ses vassaux lui rendaient hommage comme s'il était sous l'arc de scène d'un théâtre, avec un éclairage spectaculaire derrière lui. Mais il ne profita pas longtemps de sa forteresse. Environ 1 an après l'achèvement des travaux, Richard fut tué dans une banale querelle avec un de ses vassaux au sujet d'un trésor enfoui. N'ayant rien de mieux à faire, il avait attaqué le château de son vassal dont l'un des défenseurs, se servant d'une poêle à frire comme bouclier, le tua d'un coup d'arbalète. Pour le faire sortir de prison, ses sujets avaient casqué une fortune. Une rançon de roi, au sens littéral. Et voilà qu'il gaspillait sa vie pour rien. Richard ne s'intéressait absolument pas aux affaires du gouvernement. Il n'arrivait pas à se concentrer très longtemps sur les sujets ne concernant pas des gens se faisant tuer. Il était roi d'Angleterre, mais à peine un roi anglais. L'empire qui comptait pour lui, c'était l'Anjou, l'Aquitaine et la Normandie. L'Angleterre n'était qu'un appendice qu'il utilisait comme vache à lait. C'était un croisé raté et un sale type sur tous les plans. Alors pourquoi le considérons-nous comme un bon roi? Eh bien, les moines chroniqueurs du Moyen-Âge lui avaient fait bonne presse parce qu'il prônait la croisade. Et les Victoriens l'admiraient en tant que bâtisseur d'empire. Mais il est curieux que la bannière anglaise porte encore les 3 lions, l'emblème d'un homme qui n'avait que mépris pour l'Angleterre. Et le voici enfin, le roi dont personne n'a jamais entendu parler. Le roi... Attends, il faut parler d'un autre Richard avant. On l'oublie souvent, mais c'est probablement le plus intéressant. Richard II était un tyran haï, déposé à juste titre par Henri IV. C'est ce qu'on m'a appris. Non seulement brutal, mais fou, perfide, vindicatif, mégalomane et vaniteux. Le premier monarque anglais a commandé un portrait réaliste de lui. Un poète contemporain le décrit comme méchant, cupide, pernicieux, fat, faux, rusé, hypocrite, puéril et insultant envers tous. Pas grand-chose à tirer de lui. En 1397, il exila le duc de Warwick, exécuta le comte d'Arundel et fit assassiner le duc de Gloucester. Je vous entends déjà demander, que diable pourrait-on dire pour la défense d'un tel monstre? Pas mal de choses, en fait. Richard n'avait que 10 ans quand il fut couronné en l'abbaye de Westminster. À 14 ans seulement, il fut mis à rude épreuve. Ces barons avaient imposé aux classes laborieuses des taxes écrasantes afin de payer leur guerre en France. Le peuple se souleva.
La révolte atteignit son paroxysme quand des milliers de paysans affrontèrent le roi à Smithfield. Le maire de Londres attaqua soudain leur meneur, Wat Tyler, et le tua. Au risque de sa vie, le jeune Richard, âgé de 14 ans, chevaucha vers eux en s'écriant « Je suis votre roi, votre meneur et votre chef ». Puis il accorda son pardon à tous, à cause, selon un chroniqueur, de son horreur de verser le sang des civils. Ça ne me paraît ni lâche, ni vindicatif. Après la révolte des paysans, Richard décida de mettre fin à la guerre avec la France, qui avait rempli les poches des barons tout en ruinant le reste du pays. Ça ne me paraît ni méchant, ni cupide. Donc, Richard était-il mégalomane et vaniteux? Il est certain que tout le monde devait l'appeler Votre Majesté, qu'il insistait pour que chacun lui fasse la révérence. Et qu'il organisait sans cesse des manifestations somptueuses dont il était le point de mire. On trouve à la National Gallery un indice de la manière dont il voyait son rôle de roi. Le diptyque de Wilton est probablement un autel portatif que Richard devait utiliser pour ses dévotions privées. Que nous apprend-il sur l'idée que Richard se faisait de la royauté ? Énormément. Il a choisi de se montrer agenouillé devant la cour céleste, Jésus, Marie et les anges. Il est présenté par 3 saints, dont 2 étaient ses prédécesseurs. Il y a Édouard le Confesseur au milieu et Saint Édmond derrière lui. Tous 2 sont des rois devenus saints. Ses prédécesseurs sont des saints, il descend donc d'une lignée sacrée. En quelque sorte, il lui exprime leur soutien en tant que roi. Il est digne d'être roi. Il en est digne. Nous en répondons. Absolument. En même temps, à une seule exception près, tout le monde regarde Richard ou le désigne dans le tableau. Et tous les anges de droite portent son emblème personnel, l'écusson au cerf blanc. C'est comme si toute la cour céleste était sortie pour dire « Prêtez-lui attention ». Ce que ça signifie, c'est que la royauté est un dépôt sacré. C'est ce que je pense. Regardez le geste de Richard en bas. Il a les mains ouvertes comme pour recevoir quelque chose, comme si Jésus ordonnait aux anges de lui donner ce drapeau. En réalité, il a reçu l'Angleterre pour en prendre soin, et en réalité, c'est Jésus et Marie qui la lui remettent. Ce n'est donc pas de l'orgueil. C'est pour se souvenir qu'il a reçu un dépôt sacré et qu'il doit en prendre soin. Absolument. Au XIVe siècle, on se souciait beaucoup de la différence entre roi et tyran. Selon les théoriciens politiques de l'époque, un bon roi régnait dans l'intérêt de son peuple, tandis qu'un tyran n'avait pour but que son intérêt personnel. C'était une affirmation répétée dans les livres réglant la conduite des princes, et que tout auteur important, y compris Chaucer, se faisait un devoir civique de marteler. Comme Dante, de nombreux penseurs affirmaient que pour qu'un pays soit en paix avec lui-même, le roi devait en être la puissance dominante. Richard tenta de concentrer le pouvoir entre ses mains. Aujourd'hui, ça nous paraît mégalomane. Mais au XIVe siècle, les choses étaient légèrement différentes. Un pays tenu par des barons guerriers n'était pas un endroit heureux. Les vrais ennemis de Richard n'étaient pas ses paysans, mais ses barons. Il ne pouvait pas le sentir. Il détestait sa façon de vivre prétentieuse. Il détestait sa femme, qui était étrangère. Et il détestait le fait qu'il les tienne à l'écart du pouvoir. Par-dessus tout, il détestait sa politique de paix avec la France. La guerre était leur seul espoir de s'enrichir et d'accroître leur influence. En 1387, les barons, menés par Arundel, Gloucester et Warwick, se rebellèrent contre lui. Il est même possible qu'ils l'aient déposé pendant quelques jours. Et lorsqu'ils s'emparèrent du pouvoir, ils torturèrent et exécutèrent sans merci les meilleurs amis et les conseillers du jeune roi. Les méchants barons se querellèrent pour savoir lequel serait roi. Et Richard put finalement reprendre le pouvoir. L'étonnant n'est pas qu'il ait éliminé ces 3 nobles 10 ans plus tard, mais qu'il ait attendu si longtemps pour le faire.
Et quand il s'en débarrassa enfin, il refusa de verser le sang. Et il ne tortura personne. Le pire qu'on puisse lui reprocher, c'est peut-être d'avoir été trop doux envers ses ennemis. Car en 1399, l'un d'eux, Henri de Lancaster, rentra d'exil, lui vola son trône et l'assassina. Richard a été catalogué comme tyran. Pourtant, on peut dire qu'en apportant la paix à l'étranger et en mettant fin à la guerre avec la France, et la paix au pays en écrasant l'opposition des barons, il agissait dans l'intérêt de son peuple. En fait, il jouait selon les règles. Richard fut victime de la propagande. Son successeur, Henri IV, avait usurpé le trône par traîtrise. Henri devait prouver que Richard était un mauvais roi. Il fit venir tous les chroniqueurs pour s'assurer qu'ils ne diraient rien de bon sur Richard et rien de mal sur lui. Et des auteurs comme John Gower furent si terrifiés qu'ils écrivirent des panégyriques absurdes sur Henri et diffamèrent grossièrement Richard. Gower alla même jusqu'à revoir ses travaux précédents afin de les modifier pour les faire cadrer avec le nouveau régime. Ce livre, par exemple, le Confessio Amantis, il le dédicaça d'abord à Richard II. Mais dans cette édition, il affirme l'avoir dédicacé à Henri. On voit ici qu'il a écrit « J'envoie ce livre à mon seigneur qui se nomme Henri de la maison de Lancastre ». Un peu plus haut dans le poème, il déclare avoir fait cette dédicace en 1393. Mais c'est un mensonge, c'est impossible, car Henri n'était devenu Henri de Lancaster qu'en 1399, quand son père, John de Gaunt, mourut et qu'il hérita du titre. Gower lui-même semble reconnaître cette impossibilité, car il écrit « Je le dédie à Henri de Lancaster, qui bien sûr était Henri de Derby à l'époque. » Tout cela n'est qu'une fiction destinée à faire croire que Gower soutenait Henri depuis plus longtemps qu'en réalité. La manipulation politique vivait d'aussi beaux jours au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Moi, en qui est tronquée toute noble proportion. Moi, que la nature décevante a frustré de tous ses attraits. Moi, qu'elle a envoyé avant le temps dans le monde des vivants, difforme, inachevé. C'est génial de jouer Richard III, l'archétype du roi médiéval tyrannique. Encore un peu. Aussi, puisque je ne puis être l'amant qui charmera ces tant beaux parleurs, je suis déterminé à être un scélérat. L'ennui avec le Richard III de Shakespeare, c'est que presque tout est inventé. Il n'avait même pas de bosse. Quoi, même pas une petite ? Ce portrait, peint 35 ans après sa mort, le montre avec une épaule plus haute que l'autre. Mais une radio prouve qu'à l'origine, l'épaule était plus basse. Le tableau a été modifié plus tard, pour ajouter la difformité. Mais on ne s'attend pas à ce qu'un portrait officiel montre une telle disgrâce, n'est-ce pas ? Certes, mais nous disposons de descriptions contemporaines de Richard qui ne mentionnent aucune bosse. Ah, rabat-joie. Il semble que l'un des pires méchants de l'histoire ait été victime d'une campagne de dénigrement. Mais quels intérêts cela servait-il ? Au cœur de la sombre légende faisant un monstre de Richard III, il y a 2 enfants morts. Quand Édouard IV mourut en 1483, il désigna son fils de 12 ans pour lui succéder sous le nom d'Édouard V. Il fallait désigner un protecteur. Et Richard, en tant que chef respecté et oncle du jeune prince, était un choix évident. Néanmoins, la veuve de l'ex-roi, Elizabeth Woodville, s'imaginait très bien dans ce rôle. Elle essaya donc de faire couronner son fils le plus vite possible. Une fois celui-ci solidement installé sur le trône, sa coterie de parents ambitieux, avides de pouvoir, et elle-même, contrôlerait le roi et le pays. Richard déjoua le complot des Woodville. Il mit le prince et son petit frère à la tour de Londres pour les éloigner des griffes de leur mère. À l'époque, la plupart des gens approuvèrent son geste. Personne ne voulait que les Woodville, de simples roturiers, acquièrent une telle puissance.
Le Parlement élut alors Richard protecteur. Plus tard, Richard décida de se couronner roi. Nous ignorons si ça avait toujours été son intention ou s'il vit une opportunité et la saisit. Tout ce que nous savons, c'est qu'un évêque important annonça soudain, et très à propos, que le mariage du feu roi avec Elizabeth Woodville était nul, que les deux princes étaient donc des bâtards et par conséquent, surprise, ne pouvaient accéder au trône. Ce qui faisait de Richard le suivant sur la liste. Quelle chance! Et il fut dûment couronné en l'abbaye de Westminster. La plupart des gens pensèrent probablement que c'était pour le mieux. Toutefois, à un moment donné, les deux princes disparurent. Personne ne sait ce qu'il advint d'eux, ou même s'ils moururent du vivant de Richard. Leur probable assassinat servit à bâtir l'échafaudage du haut duquel on jeta la réputation de Richard aux quatre vents. Quand bien même notre idée de Richard, le monstre et tyran bossu, est une invention pure et simple, en réalité, l'homme était bien différent. Richard grandit ici, dans le nord de l'Angleterre, où il se sentait plus chez lui qu'à Londres. C'était sûrement le temps. À l'évidence, son frère Édouard IV savait qu'il pouvait lui faire confiance, car il confia au jeune homme de 19 ans la tâche délicate de tenir le Nord sauvage et laineux. Les registres conservés à York, siège du pouvoir de Richard, révèlent un négociateur efficace, un brillant soldat de la paix et un champion des pauvres. Thomas Langdon, évêque de Saint-David, écrivit en 1483 : Partout où il va, il contente le peuple mieux que prince le fit jamais, car nombre de pauvres gens victimes d'injustice depuis longtemps furent soulagés et aidés par lui. Une fois roi, Richard réforma en profondeur le système légal. Dic mihi Terenzi accuratius, quantum biberas ea nocte. Pour commencer, il insista pour que la langue des débats soit l'anglais plutôt que le latin. Combien avez-vous bu exactement ce soir-là, Monsieur Jones? Les réformes de Richard étaient impressionnantes. Il créa une forme d'aide judiciaire pour les pauvres et s'attela à un problème urgent. Il prit des mesures pour s'assurer que les jurys ne soient pas intimidés. Lors de la première visite royale de Richard à York, la ville lui offrit un spectacle fabuleux. Les façades étaient couvertes de tapisseries et de tissus brodés, et il y eut des spectacles somptueux, des discours et des festins. La ville fit aussi une collecte. Or, les habitants n'aimaient pas se départir de leur bon argent. Ce que chacun a payé est conservé aux archives municipales. Il y a ici John Newton, maire. Il a payé 20 livres. Ce sont les deux X. Ailleurs, on a payé 30 livres, 20 livres, 10 livres. 10 livres faisait beaucoup d'argent. C'était l'équivalent d'1 an de salaire pour un pasteur de campagne, ou de 4 à 5 ans de revenus pour un ouvrier. Ces gens déboursaient donc de grosses sommes. En fait, certains trouvaient que c'était un peu trop. On voit ici qu'on avait d'abord noté 20 livres pour Thomas Catour, mais ça a été rayé fermement. On imagine la scène. Allez Thomas, on t'inscrit pour 20 livres? 20, je les ai pas, je peux pas payer ça. Mais on t'a déjà inscrit, rayez-moi. Mais ça va faire mauvais effet. Je m'en fiche, personne ne le verra. Nous sommes 500 ans plus tard. Et il existe d'autres documents prouvant que York admirait sincèrement Richard. Lorsque la ville apprit sa mort à la bataille de Bosworth en 1485, le conseil nota « Feu le roi Richard, qui a régné miséricordieusement sur nous, a été oxy sans pitié pour la plus grande tristesse de cette cité. » Ce n'est pas un éloge funèbre conventionnel. Les ennemis de Richard étaient désormais au pouvoir, et prendre le parti de l'ancien roi était potentiellement suicidaire. Pourtant, ces hommes lui étaient si attachés qu'ils étaient prêts à apposer leur nom au bas de ce document. Alors pourquoi avons-nous fini par voir Richard comme un tel monstre malfaisant? Ce sont ses ennemis qui ont fait sa réputation.
Il fut vaincu au combat et tué par Henri Tudor, qui se fit couronner sous le nom de Henri VII. Pour justifier ce changement de régime illégal, Henri devait convaincre le monde que Richard était le mal incarné. Avec la disparition des princes, c'était du gâteau. Shakespeare tira sur le fil de la propagande Tudor, et ce faisant, il créa l'un de nos scélérats de théâtre les plus durables. Mais je suis si avant dans le sang que le crime entraîne le crime. La pitié pleurnicheuse n'entre pas dans ses yeux. Ce qui nous ramène au roi d'Angleterre dont personne n'a jamais entendu parler. Connaissez-vous le roi Louis Ier et dernier? Non? Ce n'est pas étonnant puisqu'il a été effacé en quelque sorte. L'histoire commence en 1215, alors que le méchant roi Jean était en pleine confrontation avec ses barons. Plutôt que de les laisser s'emparer du pays, il le remit au pape. Les barons furieux se vengèrent en invitant le prince Louis, dauphin de France, à venir le remplacer. Jean se retira à Winchester. Louis fut acclamé roi à Londres et célébra la messe ici à la cathédrale Saint-Paul. Roger de Wendover nota dans sa chronique « Louis reçut hommage et allégeance de tous les barons et des citoyens qui attendaient ici son arrivée. » Pendant 5 mois, Jean et Louis se battirent avec acharnement dans tout le pays, jusqu'à ce que Jean perdit les bijoux de la couronne dans la Ouache et la vit dans une crise de dysenterie, laissant Louis seul souverain d'Angleterre. Bien sûr, le pape n'allait pas laisser faire. Et il aida l'opposition à s'organiser. Louis et son armée furent finalement vaincus à Lincoln Castle en 1217. Mais pendant près d'1 an, il avait régné sur la plus grande partie de l'Angleterre et la plupart des barons, ainsi que le roi d'Écosse, lui avaient rendu hommage comme roi, ce qui en fait un roi à part entière pour moi. Alors pourquoi Louis ne figure-t-il pas dans les rôles royaux? Peut-être n'est-il pas sur la liste parce qu'il ne fut jamais officiellement couronné. Mais c'est aussi le cas d'Édouard V et d'Édouard VIII et ils y sont. Serait-il trop embarrassant de reconnaître une deuxième invasion française? Le problème, c'est que l'histoire n'est pas toujours ce qui s'est passé. C'est souvent ce que quelqu'un veut que nous pensions qu'il s'est passé. Je suppose que nous ne devrions pas croire tout ce qu'on nous raconte, même quand c'est aussi inattaquable que les noms des rois d'Angleterre.